les conférences du Centre d'histoire de la Résistance et de la Déportation. Historiens, universitaires, spécialistes livrent l'état de leurs recherches en cours. Bonjour mesdames et messieurs, merci d'être avec nous pour cette deuxième conférence de la saison, puisqu'on a dû malheureusement annuler celle de Christine Lévis-Touzé il y a quelques semaines. Donc Laurent Douzou, alors bien connu ici, ne serait-ce parce qu'il a longtemps été voisin, ayant enseigné l'histoire contemporaine comme professeur à Sciences Po à côté. Et je me rappelle les nombreuses fois où on le croisait dans la cour chargé de son énorme sac d'où dépassaient les 250 copies qu'il s'apprêtait à aller corriger à Paris. Là, c'est un peu plus léger qui vient nous voir ce soir pour évoquer un ouvrage singulier, Le moment Cordier. L'histoire, c'est pas une science révélée, ça se travaille, et ça se travaille de différentes façons. Alors, la figure de Daniel Cordier, elle est bien connue, surtout ici, depuis qu'on a récupéré une partie de ses papiers. Vous savez, ça avait été assez largement évoqué dans la presse. Alors, ce ne sont pas les archives Cordier, sinon on va encore avoir des soucis avec nos collègues archivistes, mais bien des papiers, c'est-à-dire notamment ces papiers d'identité qui datent de la guerre, vrais ou faux. Et puis d'autres choses qui rentrent dans nos collections grâce à sa famille. Là, on va parler du Cordier historien. Alors, il y a un récit un peu mythique d'un Cordier qui serait brutalement devenu historien suite à une émission de télé en 1977, au cours de laquelle il n'aurait pas réussi à s'opposer à une attaque en règle d'Henri Freinet contre Jean Moulin. Et malheureusement, je crois que Laurent Douzou va décortiquer méthodiquement et proprement ce mythe ce soir. Alors cet ouvrage s'inscrit un peu dans la continuité d'un autre que j'aime beaucoup, qui s'appelle La Résistance française, une histoire périlleuse. Et j'aime bien ce livre et j'aime beaucoup ce titre aussi. On verra les connexions entre les deux ouvrages. Donc on va parler de cette table ronde du 9 juin 1983, et puis plus largement de différentes façons de concevoir l'histoire. Et nous, musée, on est un peu à la croisée de tout ça, entre l'histoire de la résistance d'en bas, l'histoire de la résistance d'en haut. Et avec les collections qu'on a, on essaie de se frayer un chemin là-dedans. Heureusement, on a des bons conseillers scientifiques, dont Laurent, qui faisait partie de notre conseil scientifique institutionnel pour le parcours permanent, et qui nous accompagne encore pour la prochaine exposition qu'on présentera en fin 2023 sur Jean Moulin, bien sûr. À vous. Merci Isabelle, merci de vos mots aimables. Je voudrais dire que c'était un vrai plaisir que de revenir à Lyon et au CHRD. Vous avez employé pour qualifier mon livre Le moment Daniel Cordier un adjectif qui vous ressemble par sa manière d'euphémiser. Vous avez dit c'est un ouvrage singulier. En fait, c'est un pavé dans la mare, parce que c'est un livre qui déconstruit, comme vous l'avez dit, quelque chose à quoi nous tous, moi le premier, on croyait dur comme fer. Vous l'avez compris, ce soir, je ne vais pas parler d'histoire de la résistance, je vais parler de l'histoire de la résistance, c'est-à-dire de ce qu'on appelle l'historiographie, avec une question qui peut paraître érudite, savante, étroite, comment on écrit l'histoire, et qui en réalité est tout sauf étroite, parce qu'elle renvoie au lien que les historiennes et les historiens ont avec leur objet. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand on étudie une histoire, et singulièrement celle de la résistance. Et donc je vais traiter du cas Cordier. Alors pourquoi est-ce que je dis que ça ressemble à un pavé dans la mare, ce petit ouvrage? Parce qu'on a tous en tête un schéma que je vais dérouler très rapidement pour commencer. On écrit l'histoire de la résistance, c'est des historiens, entre 1944 et la fin des années 70, qui sont pour la plupart d'anciens résistants, et qui écrivent sous l'œil attentif des résistants encore en vie, qui s'appellent Henri Freinet, Emmanuel Dastier de la Vigerie, enfin passer beaucoup d'autres, et qui donc travaillent, comme disait Pierre Laborie, sous surveillance d'une certaine façon. Et donc on nous dit, jusqu'à la fin des années 70, on a fait une histoire pieuse, une histoire qui s'apparentait beaucoup à une légende. Et puis, soit années 70-80, les choses ont changé. Pourquoi ?
je vous mets quelques jalons, mais vous les avez tous en tête. Le chagrin et la pitié, tourné en 69, projection 71. La France de Vichy de Robert Paxton, 73, c'est la traduction française. Ensuite, on va avoir la création de l'Institut d'histoire du temps présent, 1978, mais qui commence à travailler vraiment au début des années 80. Et puis, on aura Daniel Cordier, qui va pour la première fois prendre la parole publiquement en 1983 et qui ensuite aura une influence considérable sur la manière dont on se représente l'histoire de la résistance. Et Ophuls, Paxton, Cordier, on nous présente ça comme un tournant historiographique. C'est-à-dire que tout à coup, tout ce qu'on n'avait pas dit jusqu'alors, parce qu'on était plein de piété et qu'on voulait respecter cette histoire, on se permet de le dire. Alors je voudrais, pour commencer, pour que mon propos soit clair, dire un mot, plus qu'un mot, de Daniel Cordier. Parce que Daniel Cordier, c'est un homme qui a connu une immense notoriété. Pourquoi? D'abord parce qu'il est secrétaire de Moulins. Il n'est pas le seul. Dans la délégation générale, il y a par exemple une femme dont on ne parle jamais, qui s'appelle Laure Diebold, qui est l'une des 6 femmes compagnons de la Libération, et qui a joué un rôle absolument crucial. Mais enfin, bon, résumons, secrétaire de Moulins, compagnon de la Libération, et non seulement compagnon, mais l'avant-dernier compagnon en vie. Donc c'est lui, c'est Hubert Germain qui a été le dernier à décéder. Mais donc ça veut dire que grâce à sa longévité, à son espérance de vie au-delà de tout, Cordier a représenté des années 80 à 2020 une des formes de la mémoire de la résistance. Sa notoriété s'est accrue du fait, vous l'avez dit, qu'il s'est fait historien à un âge où d'habitude on prend sa retraite d'historien, en gros. C'est-à-dire que la soixantaine approchant, lui qui n'avait jamais fait d'histoire, s'est mis à publier des livres et à travailler d'arrache-pied, vraiment on peut dire, pour publier ses ouvrages. Alors c'est un homme à qui je crois qu'on doit un respect immense, et je le dis d'emblée pour que les choses soient claires, parce que son parcours est très remarquable. Il s'est embarqué le 21 juin 1940. Il est arrivé en Grande-Bretagne le 29. Il est entré dans ce qu'on appelait alors la Légion française du général de Gaulle, parce qu'on ne parlait pas de France libre, c'était beaucoup trop tôt encore. Il a subi un entraînement très poussé pour devenir radio. Il a été parachuté en France en juillet 1942 et il n'en a été exfiltré qu'en mars 1944, en ayant pendant tous ces mois-là travaillé à la délégation générale comme secrétaire de Moulins, de Bingen. Enfin, il a donc eu un rôle absolument crucial. Il a eu une vie extraordinairement périlleuse et il a joué un grand rôle à sa place. La guerre finie, il a essayé un peu la peinture, mais ça n'a pas été un grand succès. Ça, c'est lui qui le disait, c'est pas moi. Et il est devenu galériste. Et il a eu plusieurs galeries, pas seulement en France, mais aux États-Unis, à Londres. Enfin, ça a été un galériste dans le domaine de l'art contemporain tout à fait considérable. Et puis, contre toute attente, proche de la soixantaine, il s'est mué en historien. Mais pas, après tout, il y a beaucoup de gens qui font leur retraite venue, un peu d'histoire, qui écrivent leur mémoire, mais ce n'est pas ce dont on parle. Il a vraiment voulu devenir historien labellisé. Et la réception de ses ouvrages a été immense. C'est-à-dire que tous les ouvrages qu'il a publiés ont donné lieu à des colonnes et des colonnes de... Alors je ne dirais pas de critique en réalité, je dirais de regards très louangeurs sur le travail qu'il effectuait. Son irruption sur la date historienne, on peut la dater avec une grande précision. Daniel Cordier n'a pas écrit une ligne en tant qu'historien avant le 9 juin 1983. Alors vous avez rappelé qu'en 1977, ça c'est ce que lui raconte, choqué par le débat qui a lieu au-dessus de l'écran, où il ne peut que balbutier des « c'est pas vrai », etc., aux attaques de Freinet, il s'est dit « il faut que je travaille ». En réalité, quand j'en parle un peu, on s'aperçoit qu'il avait lu Henri Freinet bien avant, qu'ils avaient discuté ensemble. Bon, c'est peut-être pas aussi simple que ça, mais peu importe. Admettons qu'en 1977, il se mette au travail. En 1983, c'est la première fois qu'il prend la parole. Et j'ai insisté dans mon livre sur quelque chose qui, moi, m'étonne beaucoup.
Quand on prend la parole pour la première fois d'habitude, comme apprenti historien, on le fait dans un séminaire de recherche où on est fou de joie d'être invité. Et on fait une intervention qu'on balbutie comme on peut. Les gens vous encouragent, on sort de là en se disant la prochaine fois, je ferai mieux. Mais l'entrée en scène de Cordier sur la scène historienne, c'est pas ça du tout. Il parle le 9 juin 1983 dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, devant le ministre de l'Éducation nationale, qui est Alain Savary, qui est comme lui et compagnon de la Libération, devant la rectrice des universités de Paris, et devant, je dirais, le banc et l'arrière-ban des résistants encore en vie et des historiens qui comptent sur ce segment. Autrement dit, on organise le 9 juin 1983 pour Daniel Cordier une entrée en scène comme je n'en ai jamais vu. D'autant que le milieu universitaire, il est assez féroce. Il aime bien les diplômes. Il aime bien qu'on puisse montrer patte blanche. Donc avoir une agrégation d'histoire, c'est pas mal. Y ajouter un doctorat, c'est bien. Une habilitation à diriger des recherches, mieux encore. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un milieu très hiérarchisé, où on ne donne pas la parole à quelqu'un qui n'a jamais publié avant, jamais. Alors pourquoi on la lui a donnée? J'y reviendrai ultérieurement, mais peut-être avant tout parce que l'homme qui s'exprime ce jour-là a une sorte de légitimité historique. Il est l'ancien secrétaire de Moulins, il est compagnon de la Libération, il fait partie des 1036, de cette élite très restreinte. Donc ça n'est pas n'importe qui. Sa conférence, alors ça je vous ai mis le site de l'Ordre de la Libération, parce que je ne fais pas la biographie de Daniel Cordier, mais ce site est très bien fait, il y a une biographie de Cordier qui renvoie aux ouvrages qu'il a publiés, et puis ça vous dit l'essentiel sur lui. La conférence ayant été finie, mais je reviendrai sur cette conférence, l'Institut d'histoire du temps présent publie une brochure que vous avez là sous les yeux, qui s'intitule Jean Moulin et le Conseil national de la résistance. Vous avez ensuite Institut d'histoire du temps présent, CNRS, et vous noterez que sur cet exemplaire, il n'y a pas de nom d'auteur. On aurait pu attendre Daniel Cordier, puisque c'est le titre de sa conférence. Il n'y en a pas parce qu'en réalité, il n'est pas le seul acteur de cette journée du 9 juin 83. Le matin, il fait sa conférence, et l'après-midi, il y a une table ronde. Et à la table ronde seront présents, mais j'y reviendrai, des résistants de premier plan. Alors cette publication que vous avez sous les yeux, elle avait été tirée à 3000 exemplaires, ce qui est très très modeste, dont 500 avaient été envoyés à titre gratuit à ce qu'on appelle les personnalités qualifiées. Et les éditions du CNRS ont voulu rendre à nouveau accessible ce texte dont elles détenaient les droits. Et elles m'ont demandé de faire, moi, ce que j'ai d'abord cru être une introduction. Et puis, en discutant bien avec eux, ils m'ont dit non, mais on veut plus qu'une introduction, on veut un texte qui, au fond, prolonge les réflexions que vous avez faites dans La Résistance française, une histoire périlleuse. Ça explique que si vous lisez ce livre, vous verrez des chapitres bizarrement conçus, parce qu'en réalité, c'est des chapitres qui parfois font 3 pages. Ils ont fait un sous-séquençage pour que ça ait l'allure d'une organisation en chapitres. En réalité, dans mon esprit, c'était un long texte auquel on pouvait mettre des sous-titres qu'ils ont transformés en chapitres, ce qui, à mon avis, est d'ailleurs une excellente chose. Après cette première prise de parole le 9 juin 83, Daniel Cordier, qui travaille donc depuis 6 ans quand il prend la parole, va publier un certain nombre d'ouvrages. Je vous les ai mis là, mais vous devez les connaître. Il y a d'abord en 3 tomes Jean Moulin, l'inconnu du Panthéon, publié chez Lattès, qui est quand même quelque chose de très singulier, parce que nous avons là à peu près 4500 pages qui vont de la naissance de Moulin jusqu'au début de sa mission. Et dans l'esprit de Daniel Cordier devaient suivre 3 autres volumes. Mais Jean-Claude Lattès a jeté l'éponge, parce qu'il disait on n'arrivera pas au bout de cette entreprise absolument gigantesque. Et du coup, Gallimard a publié une sorte de synthèse du travail de Cordier en 1999 qui s'appelle Jean Moulin, la République des catacombes, et qui est une présentation, alors est-ce qu'on peut dire synthétique, en tout cas assez fouillée, mais pas autant que ce que pouvaient laisser attendre les 3 premiers volumes, de la trajectoire de Jean Moulin. Et puis, ce premier volet de son travail achevé,
il va se faire mémorialiste. Et vous avez tous en tête l'entrée fracassante qu'il fait dans ce territoire avec Alias Caracalla, qui a été porté à l'écran, mais qui est le récit de son engagement et de son engagement dans la résistance. Et puis ensuite, ça ira jusqu'à cette publication posthume qui est La victoire en pleurant. Autrement dit, dans l'œuvre de Cordier, il y a deux volets très distincts. Il y a un volet qu'il veut historien, d'historien pur, et puis il y a un volet de mémorialiste. Le volet historien, c'est ce qu'il produit en premier. Il met fin à ce cycle en 1999, et ensuite, jusqu'à sa mort, il va faire œuvre de mémorialiste. Alors pourquoi est-ce que cette œuvre est considérée comme aussi importante? Parce que Daniel Cordier s'est fait le chantre des archives écrites. Dès le 9 juin 1983, il a affirmé qu'on ne faisait de la bonne et belle histoire que sur le fondement d'archives écrites. Et pas, donc, vous comprenez bien immédiatement, pas en se fiant aux sources orales. Et il a dit ça très clairement, et une des choses qui a heurté les gens qui étaient, enfin les résistants qui étaient présents le 9 juin 1983, c'est le début de sa conférence où il dit benoîtement ceci: l'histoire a bien des malheurs avec la résistance, l'absence d'archives, les documents anonymes et non datés, les témoignages contradictoires conservent à cette période une atmosphère mystérieuse et romanesque qui flatte peut-être l'imagination, mais déçoit les citoyens pour qui certaines actions du passé doivent être les garants d'un civisme actuel. Traduisant ça en français ordinaire, l'histoire qui a été produite jusqu'à sa prise de parole n'est pas une histoire fondée sur des critères scientifiques. C'est ce que ça dit très clairement. Ça dit ça avec dans la salle Henri Michel, qui se trouve être l'homme qui, depuis la Libération, a tenu sur les fonds baptismaux de façon très difficile, on y reviendra peut-être dans la discussion, cette histoire qui avait bien du mal à se frayer son chemin parce que les universitaires n'en voulaient pas, histoire trop récente, trop brûlante. Donc Henri Michel a vraiment fait un travail très remarquable pour essayer quand même de faire exister cette histoire. Et là, il apprend en étant dans l'assistance que cette histoire n'est pas conforme à ce que l'histoire doit être. Alors j'ai dit tout à l'heure, à la table ronde de l'après-midi, il y avait des résistants importants. Je vais citer leurs noms, parce que vous verrez tout de suite qu'on n'avait pas convoqué n'importe qui à cette table ronde. Claude Bourdet, Eugène Claudius Petit, Fernand Grenier, Jean-Pierre Lévy, André Manuel, le second de Passy à la tête du BCRA, Daniel Mayer, Christian Pinault. Or, le matin, Cordier fait sa conférence. Puis l'après-midi, Cordier se trouve dans une table ronde avec les gens dont je viens d'égrener les noms. Et l'impression qui a été ressentie, et qui est celle qui finalement correspond au schéma que je déroulais tout à l'heure, c'est celle d'une confrontation entre la rigueur des archives écrites, conférence de Cordier le matin, et l'approximation des affirmations des acteurs qui disent ce qu'ils ont en mémoire. Et donc on a à partir du 9 juin 1983 opéré une forte dichotomie entre une histoire qui serait une histoire rigoureuse et puis des gens qui auraient le droit d'avoir une mémoire, c'est le premier droit en quelque sorte, mais dont la mémoire serait faillible. Et donc là, vous voyez une opposition qui se met en place très clairement. Dans ce livre, vous avez à la fois, à la fin, la conférence de Cordier et la table ronde. Je vous invite à lire ça très attentivement parce que vous verrez que quand on lit avec le recul, calmement, chez soi, et la conférence de Cordier et la table ronde, on s'aperçoit que les arguments mis en avant par les résistants en question ne sont pas à balayer d'un revers de main. Ils lui disent des choses qui, à mon avis, valent d'être entendues. Ce n'est pas la mémoire d'une pieuse légende. Par exemple, Claude Bourdet lui dit « Vous nous avez dit ça ce matin, mais vous étiez le secrétaire de Moulin, et on ne voit jamais l'histoire que du point de vue où on se trouve. » Et ça, c'est un argument très très fort, parce que Claude Bourdet, lui, il était dirigeant de mouvement, il était membre du CNR, il n'était pas le secrétaire de Moulin. Et donc, par conséquent, que leur point de vue ne coïncide pas, je dirais que c'est absolument évident, puisque leurs responsabilités n'étaient pas identiques. Et que le rôle qu'ils remplissaient, il n'y a pas un rôle supérieur à un autre, c'est pas ce que je dis, mais le rôle qu'ils remplissaient était éminemment différent. Donc vous voyez, je donne que cet argument, mais c'est un argument qui me paraît très fort. Puis il y a un autre argument qu'ils utilisent, ils sont plusieurs à le faire, ils disent
on avait l'impression, à écouter la conférence de ce matin, que cette histoire-là était jugée par son administration. Et ils disent, au fond, à partir des textes, vous la jugez sur ce que vous savez, et nous, on sait que les choses sur le terrain étaient beaucoup plus complexes. J'ai envie de dire, c'est peut-être le reproche que beaucoup d'enseignants peuvent faire aux inspections qu'on leur fait subir. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression, eux, ils savent comment ça se passe avec leur classe, et puis débarque quelqu'un qui, lui, pas un cahier des charges, et qui ensuite dit ça, c'était très bien, mais vous pourriez faire ceci, cela. Et l'enseignant qui, lui, jour après jour, mouille sa chemise dans des conditions très difficiles, se dit oui, peut-être. Mais enfin bon, il se trouve que je fais comme je peux. Et oui, il y a quelque chose de cet ordre dans l'opposition entre Cordier et les autres résistants dans la table ronde. Et puis, il y a un autre argument qu'ils utilisent, qui est essentiel. Christian Pineau dit à plusieurs reprises, mais Daniel Cordier a fait état d'archives dont nous ne savons rien. Où sont ces archives? Quand pouvons-nous les consulter? Et dans mon livre, j'ai trouvé dans les archives de l'IHTP une lettre très intéressante d'Henri Freinet, qui, préalablement à la table ronde, dit « Je ne viendrai pas à cette table ronde parce que Cordier va parler d'archives que je n'ai pas eues sous les yeux. Et moi, je veux pouvoir discuter d'égal à égal. Donc il faudrait que j'ai accès aux archives pour qu'on ait une vraie discussion. » Les autres n'ont pas pris cette précaution, sont venus et évidemment ont eu l'air approximatif par rapport à la fermeté des propos de Cordier appuyés sur des archives écrites. Pourquoi cette réunion du 9 juin 1983 elle est très importante? Parce qu'elle va jeter le discrédit sur les sources orales. Or, les sources orales, on en avait fait grand cas jusqu'alors. Pourquoi? Mais parce que le gouvernement provisoire de la République française avait créé en octobre 1944, vous imaginez comme c'est tôt, comme on a d'autres chats à fouetter, une commission de l'histoire de l'occupation et de la libération de la France, la CHOLF. Et cette CHOLF, on lui avait donné comme mission, puisque, disait-on, on n'avait pas d'archives, et de fait, on n'en avait pas à l'époque. Et puisque cette histoire était clandestine, donc concernait des gens qui fonctionnaient en cercle fermé, de collecter le maximum de témoignages pour essayer d'arracher cette histoire à l'oubli qui la guettait. Et entre 1945 et 1947, on a au bas mot recueilli 2000 témoignages. C'est pas rien. Et ces 2000 témoignages, ils sont aux Archives nationales dans la série 72 AJ. Alors c'est une série qui m'est chère, parce que quand j'ai commencé ma thèse sur Libération Sud, je suis allé rue des Francs-Bourgeois aux Archives nationales, j'ai eu accès à cette série, mais alors on m'a dit pas de photocopie. Donc j'ai passé l'été 84 comme un moine copiste, comme un scribe, à recopier tout ça. Aujourd'hui, elles sont accessibles en ligne. Bon, vous voyez, ça rend, après coup, on se dit, c'est dommage, j'aurais dû commencer 40 ans plus tard. Mais en tout cas, c'est comme ça que c'était. Donc on pouvait quand même y avoir accès, et moi j'ai eu accès, pas seulement moi. Ça veut dire que des historiens dans les années 80 utilisaient ces sources qui avaient été collectées, en gros, entre 45 et 47. Je schématise, il y en a eu collecté un peu après, mais le gros des témoignages, c'est à ce moment-là. Ce qui est fascinant, c'est qu'au moment où en France, cette conférence de Cordier va contribuer à discréditer l'usage des sources orales pour l'histoire de la résistance, dans le monde, il y a une vague considérable de ce qu'on appelle l'histoire orale, ou dans le monde anglo-saxon, l'oral history, et partout dans le monde se créent des sociétés d'historiens qui préconisent l'usage des sources orales. Et cette vague n'épargne pas la France, et la France va, au début des années 80, prendre avec enthousiasme ce tournant de l'histoire orale. Au fond, l'idée des tenants de l'histoire orale, elle est assez simple. L'histoire telle qu'on l'écrit, elle prend souvent en compte les gens qui sont importants, ceux qui, dans le hall d'une gare, comptent à côté de ceux dont personne ne connaît l'existence. Et donc, ceux dont personne ne connaît l'existence, on ne sait rien de ce qu'ils disent. Donc, elle préconise une histoire vue d'en bas, qui n'exclut pas l'histoire vue d'en haut, mais qui dit, pour que l'histoire soit complète, il faut pouvoir utiliser les deux focales, et pas seulement une.
Alors l'histoire orale en France, elle va surfer sur cette vague, et l'Institut d'histoire du temps présent va organiser en juin 80, 3 ans avant la journée Cordier, va organiser une table ronde où vont être conviés des historiens, des anthropologues, des sociologues, des politistes. Et je vous cite quelques noms, ils étaient plus nombreux, mais pour que vous compreniez qui on avait fait venir en juin 80 à l'IHTP. Philippe Joutard, Philippe Lejeune, Yves Lequin, Mona Jacques Ozouf, Louisa Passerini, Madeleine Rébériou, Dominique Schnapper, Paul Thompson, Dominique Veillon. Je ne les cite pas tous. Il y avait là en réalité la crème de l'histoire qui utilisait les sources orales. Et quand on lit le cahier de l'IHTP, qui est accessible, qui relate cette table ronde de juin 80, il y a une tonalité très enthousiaste. C'est-à-dire que l'Institut d'histoire du temps présent se lance avec enthousiasme dans le développement de l'histoire orale. Et puis arrive le 9 juin 1983, et là on a un coup d'arrêt qui est porté par Daniel Cordier. Et la question que je posais tout à l'heure, c'est comment expliquer le dispositif qu'on a imaginé pour permettre l'entrée en scène de Cordier. Dispositif, je le redis, qui est très très extraordinaire. J'en vois pas d'autres exemples, en réalité. En cherchant, je ne vois pas. Il y a plusieurs raisons. Et quand on consulte les archives de l'Institut d'histoire du temps présent, on les trouve. Alors je les donne très rapidement. Premièrement, Jean-Pierre Azéma, qui est un historien majeur de cette période, aujourd'hui, mais à l'époque plus encore, qui s'est fait connaître par un livre publié en 1979, qui est De Munich à la Libération, dans la collection Point Seuil, que tout le monde, tout enseignant, a travaillé beaucoup, donc qui est une figure phare. Jean-Pierre Azéma voulait faire une thèse sur Jean Moulin. Et puis, il sait que Cordier existe, mais il apprend que Cordier détient des archives. Il va voir Daniel Cordier, il comprend que Daniel Cordier détient des archives, mais les conservera. Et donc, fin de la thèse sur Moulin, puisque sans ces archives-là, on ne peut rien faire. Pourquoi? Mais parce que les archives nationales, elles, restent fermées. Les fonds du Bureau central de renseignement et d'action qui détiennent ces archives, vous n'y avez pas accès. J'explique dans mon livre, et je cite une historienne états-unienne que j'aime bien, notre situation dans les années 80, quand on voulait avoir accès aux archives du BCRA, donc des services secrets du général de Gaulle, on prenait rendez-vous avec la conservatrice générale des archives nationales. Elle vous recevait dans son bureau. Elle avait, elle, entre les mains, le répertoire des archives du BCRA, que vous n'aviez pas et qu'on ne vous donnait pas. Et elle vous disait, qu'est-ce qui vous intéresse dans le... Donc, vous voyez, il faut arriver avec des dates, avec des noms. Or, c'est ce que vous cherchez. Donc, vous disiez une ou deux choses et vous pouviez, à dérogation, avoir accès à une ou deux pièces. Ce qui explique que les archives Cordier, quand je dis les archives Cordier, les archives du BCRA détenues à titre personnel par Daniel Cordier restant entre ses mains, Azéma ne fera pas de thèse sur Jean Moulin. Et c'est donc Cordier qui fera le travail. Deuxième raison, quand Daniel Cordier, je cite ce texte, a peur d'être pillé. En 1983, il travaille depuis 6 ans. Il a déjà effectué un travail considérable et Henri Amouroux l'approche. Henri Amouroux est un historien, un polygraphe, très connu, qui a publié des livres à grand succès, qui a une émission à France Inter, etc. Et Cordier sent un danger. C'est-à-dire, il se dit, Amouroux m'approche, puis il va me prendre ce que j'ai commencé à faire, et puis il va se l'approprier. Amouroux et d'autres. Et donc, Cordier dit, il faudrait que je puisse publiquement faire état des travaux que j'ai entrepris. Et donc, pourquoi? Parce que ça couperait l'herbe sous le pied des gens qui essaieraient de me brûler la politesse. Et c'est pour ça que Jean-Pierre Azéma et François Bédarida vont lui offrir une tribune. Et puis il y a une troisième raison. L'Institut d'histoire du temps présent, je l'ai dit, est officiellement créé en 1978 et en réalité entre vraiment en action en 1980. Et pour l'Institut d'histoire du temps présent, pouvoir organiser une journée comme celle du 9 juin 83, c'est un atout majeur parce que ça légitime le laboratoire, ça montre qu'il est très actif, alors que c'est une toute petite équipe, très dynamique, mais une petite équipe. Et puis ça montre en même temps
que l'Institut d'histoire du temps présent, qui succède au comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, qui était lui-même un avatar du comité de la Scholf dont j'ai parlé tout à l'heure, mais que l'Institut d'histoire du temps présent rompt avec l'histoire pieuse et qu'il va faire une histoire qui sera une histoire très différente. Donc l'intérêt de Cordier et l'intérêt des organisateurs du colloque coïncident, en quelque sorte, et c'est comme ça que les choses se passent. Alors j'ai dit, la journée de 83 a marqué un tournant dans le regard qu'on portait et que portait l'IHTP sur les sources orales. Je vais en donner un exemple précis. En juin 86, l'Institut d'histoire du temps présent organise une nouvelle table ronde sur l'histoire orale. Et l'homme qui coordonne ce travail à l'IHTP s'appelle Jean-Pierre Rioux, qui est lui aussi un historien très connu. Et Jean-Pierre Rioux fait un propos préalable dans lequel, je vous le cite, « Il nous faudra, je crois, débattre à fond cette conséquence heureuse de l'acharnement des pionniers, il parle de l'histoire orale, mais aussi des lassitudes qui étalent la vague. Entre le banal, le tacite et l'indifférent, l'histoire orale pourrait bien s'installer dans le statut d'humble servante de la science historique la plus pérenne, devenir une science auxiliaire à peine un peu plus bavarde que d'autres. » Et puis il dit plus loin, « Faudrait-il donc convenir un peu tristement qu'il n'y a peut-être plus beaucoup à dire de l'histoire orale ? Dépossédée, récupérée, elle brisée dans ses rêves d'affirmation d'une autre histoire, elle passerait au rayon des accessoires techniques pour création de sources avec des magasiniers vêtus de gris. » Ben, si ça, c'est pas un enterrement en grande pompe, je ne sais pas ce que c'est. Or, c'est une parole maîtrisée, c'est une parole qui est relue après coup. Autrement dit, mais il se passe la chose suivante. Non, je ne l'ai pas là. Bon. En réalité, si je schématise, juin 80, table ronde de l'IHTP, la foi du charbonnier, enthousiasme pour les sources orales. Juin 83, conférence de Cordier. Juin 86, les sources orales ne sont plus à l'ordre du jour pour l'histoire du temps présent. Pour l'histoire du temps présent. Il faut s'en méfier beaucoup. Et dans ce tournant, à mon avis, l'intervention de Cordier a joué un rôle essentiel, d'autant que Cordier, il est présent à la table ronde de juin 86 de l'IHTP. Et voilà ce qu'il dit. Les témoignages ont une vertu esthétique, parce que tout d'un coup, quelqu'un vous parle et à travers 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est le passé qui ressurgit dans sa fraîcheur. Que ce passé soit exact ou pas, ça n'a aucune importance. C'est le son de la voix qui compte. Oui, vous avez toute la subtilité de Cordier, c'est-à-dire in cauda venenum. C'est dans la queue qu'est le poison. C'est-à-dire, il lui rend hommage, en même temps, il lui dit, mais on ne fait pas d'histoire avec ça. On est bien d'accord. Pour écrire l'histoire, il faut d'abord s'appuyer sur des documents. Alors du coup, François Bédarida lui conclut la table ronde de juin 86 et il nous dit ceci, l'intervention de Daniel Cordier est tout à fait essentielle, puisqu'on retrouve notre point de départ, les objets de l'histoire, la résistance qui était considérée comme le terrain d'élection de l'histoire orale par défaut de documents, apparaît ici au contraire, selon lui, comme le lieu du triomphe de l'histoire écrite. Voilà un renversement des perspectives. C'est pas moi qui le dis, c'est François Bédarida. Autrement dit, vous voyez, on a complètement changé, on dirait aujourd'hui, de façon pédante, de paradigme, et on ne peut plus faire d'histoire à partir de sources orales. Alors, ça, c'est la position, j'allais dire, officielle. La réalité, c'est que tous les historiens qui ont travaillé dans les années 80, donc après l'intervention de Cordier, ont utilisé les sources orales. Je les ai utilisées pour Libération Sud, Alia Aglan les a utilisés pour Libération Nord, Olivier Viavurca les a utilisés pour Défense de la France, et je pourrais continuer comme ça. Donc en réalité, c'est intéressant parce qu'on a comme un interdit théorique, et dans la pratique, on continue à utiliser ces sources. Pourquoi ? Mais parce que sans ces sources, on ne peut pas écrire cette histoire-là. Parce que quand je vais voir 130 témoins de Libération Sud, alors on me dit toujours, vous allez voir les Aubrac. Non, bien sûr que je vais voir les Aubrac, mais je vais voir 128 autres personnes qui n'ont pas du tout, qui n'étaient pas au même endroit que les Aubrac, qui n'ont pas le même point de vue, qui ne me parlent pas des mêmes gens, et qui font quoi? Mais qui ne font pas ressurgir une petite musique qui serait intéressante, qui font ressurgir des pans entiers d'une activité qui serait impossible à reconstituer autrement.
Je donne un seul exemple. Il y a une partie de ces papiers ici au CHRD. J'étais désespéré quand je faisais cette thèse parce qu'il y a un secteur essentiel dans tout mouvement qui est la propagande-diffusion. C'est-à-dire la rédaction, etc., la diffusion des journaux clandestins, des tracts, c'est considérable. C'est la colonne vertébrale du mouvement. Je ne savais rien là-dessus. J'avais des bribes. Les sources orales ne me donnaient pas grand-chose. Mais je savais que le patron de la propagande-diffusion à partir de septembre 1942 est un homme qui s'appelait Jules Merillon, qui était absent aux abonnés, très difficile à retrouver. Je mets des mois à le retrouver. Et puis je vais le voir dans sa maison de Carantec, après qu'il m'avait autorisé à venir. Il me fait descendre dans son garage, et dans son garage, il a des caisses d'archives. Et il a tous les carnets qu'il avait conservés à l'époque, ce qui était imprudent, il n'aurait pas dû le faire, mais il les avait, avec l'endroit où il a fait imprimer tel tract, le tirage, ce que ça lui a coûté, toute l'organisation de son service. Si je n'avais pas rencontré Jules Merillon, mais j'aurais été dans l'incapacité totale d'écrire, je dirais, plus de 10 pages, un peu vagues, sur la propagande-diffusion. Autrement dit, une source orale, souvent, ça procure aussi des archives écrites. C'est ça qui est très troublant. Donc le témoin, ce n'est pas seulement celui qui vous dit ce qui lui passe par la tête, dont la mémoire a reconstruit. Bien sûr que cette mémoire a reconstruit. Toutes nos mémoires reconstruisent en permanence, donc on ne peut pas lui faire ce procès. Mais c'est souvent quelqu'un qui vous dit « Ah, j'ai un petit carton, j'ai ceci, j'ai cela », et qui, pour l'historien, qui est affamé de sources écrites, puis c'est une histoire clandestine, mais c'est pain béni. Vous l'embrasseriez, de vous donner tout d'un coup quelques liasses. Et vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez l'interdit théorique, puis vous avez la réalité du terrain. Et la réalité du terrain n'est pas du tout celle qu'on dit en général. Alors, la conséquence de cet interdit théorique, elle a été, à mon sens, tragique. C'est-à-dire que c'est allé jusqu'au mois de mai 1997, quand a été organisée dans les locaux du quotidien Libération une table ronde, mot qui ne convient pas, mais peu importe, une rencontre, entre Lucie Raymond-Braque d'un côté, des historiens de l'autre, et où ces deux octogénaires ont été mis en réalité en demeure d'apporter des réponses aux questions que posait un livre de Gérard Chauvy, qui lui-même reproduisait le testament de Klaus Barbie. Enfin, je ne reprends pas toute l'histoire. Ça, pour moi, c'est le point d'aboutissement de ce qui a commencé en 1983. C'est-à-dire que la table ronde de 1997 était au fond conçue pour disqualifier ces témoins. Quel crédit peut-on accorder à une parole qui n'est pas capable de répondre à des questions simples? Eh bien, Jean-Pierre Vernant, qui était présent à cette table ronde, qui n'était pas un mauvais anthropologue, concluait la table ronde en disant « Mais je suis désolé, mais dans la vie de chacun, il y a des questions auxquelles il n'y a pas de réponse. » Et je crois qu'en disant ça, il disait quelque chose de très profond. On avait, pendant une journée, mis sur le grill ces deux octogénaires, et je ne vois pas très bien ce qu'on attendait d'eux, en quelque sorte. Est-ce qu'on attendait que tout d'un coup, en mai 1997, ils apportent des réponses à des questions qui étaient pendantes depuis la Libération? Est-ce qu'on attendait qu'ils s'expliquent sur les divergences qu'il y avait entre leurs différents témoignages à différentes époques? Mais écoutez, si nous, on nous prenait à ce petit jeu et qu'on nous demande pas, mais comment se fait-il que vous ayez dit il y a 20 ans ceci? Ben oui, il y a 20 ans j'ai dit ça, puis aujourd'hui je dis autre chose. C'est dans l'ordre normal du cours d'une vie. Je voudrais dire que ce qui me frappe, c'est que ces sources orales n'ont pas seulement été utilisées pour l'histoire de la résistance. Je vous donne là quelques exemples, mais il y en a foison. Raphaël Branche, quand elle travaille sur la guerre d'Algérie, elle utilise les sources orales. Hélène Dumas, quand elle travaille sur le génocide rwandais, elle les utilise abondamment. Marc-André, quand il travaille sur la mémoire de la prison de Montluc, il utilise ces sources orales. En d'autres termes, quand on travaille l'histoire du temps présent, c'est-à-dire l'histoire dont certains acteurs sont encore en vie, il est crucial de recueillir leurs témoignages. Ça ne veut pas dire être un mystique de la fusion affective, comme disait Pierre Bourdieu. Ça ne veut pas dire qu'on va recueillir ça et puis qu'on n'en changera pas un iota. Ça veut dire que pour comprendre ce qui s'est passé, on a besoin de ces paroles. Elles sont, comment dire,
elles sont consubstantielles à cette histoire et elles permettent d'éclairer les archives écrites qu'on a par ailleurs. Écoutez, je prends le seul cas de Montluc. Vous savez, le cas de Montluc, il est très intéressant parce qu'on a des archives pour Montluc, mais ce sont des archives, par exemple, pour la guerre d'indépendance algérienne, des archives militaires. On juge les gens du FLN. On peut tout dire, sauf que les archives de la justice militaire sont à charge et à décharge vis-à-vis des gens du FLN qu'on juge, qu'on va condamner à mort et qu'on va exécuter. Bon, c'est comme ça, c'est dans l'ordre des choses. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, si on peut par ailleurs avoir, d'une manière ou d'une autre, le témoignage de gens, s'ils ont survécu combattants de cette époque, ou de gens de leur famille, ou trouver des pièces d'archives qui viennent de ce côté-là, eh ben c'est très 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 utile pour éclairer cette histoire. Alors, en même temps que je dis qu'il y avait discrédit sur les sources orales, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a des gens qui ont continué, dans l'histoire de la résistance, à ignorer cet interdit, et par exemple, un historien très remarquable qui était Jean-Louis Crémieux-Briac, lui aussi ancien acteur de cette lutte. Et je vous cite là les deux livres qui, à mon avis, sont les plus importants. C'est La France libre, qui a été publié ensuite en 2 livres de poche chez Gallimard, et puis L'étrange victoire, qui est un texte posthume, enfin un rassemblement, un recueil d'articles qu'il a écrit, qui a été publié après son décès. C'est très remarquable. Or, lui, il écrit dans La France libre: le fait d'avoir vécu cette histoire et d'en avoir connu les acteurs lui donne, c'est de lui dont il parle, l'historien, une sensibilité particulière à ce que dissimule l'événementiel, en même temps que le souvenir irremplaçable de la tonalité des choses. Donc lui, il dit, c'est pas un handicap pour moi d'avoir été acteur de cette histoire, c'est une manière de mieux la comprendre. Mais en même temps, si vous lisez bien Crémieux-Briac, son sens critique est tout le temps en éveil. C'est pas du tout quelqu'un qui prend les témoignages et puis qui les recopie consciencieusement en disant voilà ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui pratique ce que les historiens appellent la critique des sources. Mais on critique les sources orales, mais il faut aussi critiquer les sources écrites. Vous croyez vraiment, quand Emmanuel Dacier de la Vigerie envoie un rapport à Londres, au BCRA, décrivant Libération Sud, il faut croire, pour prendre pour parole d'évangile tout ce qu'il dit? J'ai 10 000 hommes ici, j'en ai 5 000 là, mais pas du tout. Mais pourquoi est-ce qu'il y a... Alors, on me dit, mais pourquoi triche-t-il? Mais il ne triche pas, il bluffe, comme le font tous les résistants. Il a besoin d'armes, il a besoin de financement. Et il va écrire au BCRA, on n'est pas nombreux, on n'arrive pas à recruter, on n'a personne dans 6 régions. Enfin, écoutez, il faut être sérieux. Mais voyez comment, si je prends le rapport de Dastier à la lettre, je dis, ben alors, Libération, c'était quelque chose. Oui, Libération, c'était quelque chose. Mais en même temps, quand Dastier fait ce rapport, il est dans un rapport de force. Il essaie d'obtenir quelque chose. Et donc, je ne l'accuse pas de mentir, ce serait grotesque. Je dis, quand un résistant veut avancer, souvent il doit bluffer. Je vous renvoie aux écrits d'Henri Freinet, quand il raconte comment il recrutait les gens, ou de Claude Bourdet racontant comment il a été recruté par Henri Freinet, dans un train où ils discutent tous les deux. Et puis la discussion avance, et puis Freinet sent qu'il a là quelqu'un qui potentiellement peut être intéressant, donc Freinet va un pas plus loin. Bref, quand ils ont terminé leur voyage, je crois que c'est entre Nice et Marseille, c'est un peu long, Freinet lui déclare « Vous êtes chef départemental des Alpes-Maritimes ». Et donc Bourdet est très flatté, mais il dit « Mais alors, qui dois-je contacter ?» Et Freinet lui dit « Vous êtes le seul ». Bon. Et mais vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Et en même temps, Freinet, en bluffant là-dessus, a décrit une organisation, s'est assigné des buts. Bourdet étant pas le premier des imbéciles, si ça avait été du vent, il ne serait pas entré dans cette action. Mais voyez comment il faut quand même, quand on essaie de reconstituer ce type d'histoire, le faire à taille humaine. C'est-à-dire pas en surplomb, pas en disant voilà comment les choses se sont passées à telle ou telle date. C'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, j'en viens au dernier point, c'est-à-dire Daniel Cordier, et c'est les 2 phases de son action. Comme historien, il est intraitable. Seules les sources écrites permettent d'écrire de la bonne et belle histoire. Comme mémorialiste, alors là, ça se complique beaucoup. Encore que si vous lisez Elias Caracalla avec un œil acéré, vous verrez que, en réalité, Cordier s'appuie en permanence sur des archives écrites. Il ne cite pas. Mais quand on lit bien et qu'on connaît ses archives, on comprend quand il reconstitue telle ou telle chose, il a telle archive sous les yeux.
Et puis il y a des moments où il n'a pas d'archives. Et qu'est-ce qu'il fait? Mais il reconstitue à ce moment-là, en se fiant à quoi? À sa mémoire personnelle. Et il y a une note, page 387 dans Alias Caracalla, dans la publication Princeps, que j'aime bien, parce qu'il rapporte un propos d'Emmanuel Dacier de la Vigerie, assassin pour Jean Moulin. On est en août 42. Et il raconte comment Moulin, sortant d'une réunion, lui dit ce qu'a dit Dastier. Et c'est accablant. Parce que Dastier, vraiment, dit « je m'en fiche de Moulin, Londres, ça ne m'intéresse pas », enfin, d'une extrême violence. Et il y a une note de bas de page qui dit « Je fus si effrayé par la véhémence de ce monologue qu'il est resté gravé, presque mot pour mot, dans ma mémoire. Je n'ignore pas que les mémorialistes ont toujours cette croyance naïve. C'est vrai pour les dialogues que je reconstitue tels qu'ils me viennent et dont je suis sûr du sens général, mais naturellement pas du mot à mot. Mais il y a souvent une phrase dont je ne doute pas, même si je peux me tromper, que ce sont les mots mêmes qui ont été prononcés. C'est le cas ici pour la dernière. Donc j'ai envie de dire, vous voyez, vous avez là une rigueur à géométrie variable. C'est-à-dire que, en gros, les sources orales, il faut s'en défier comme de la peste, mais quelquefois elles peuvent être très utiles et même très sûres. Alors, c'est le droit, comme mémorialiste de Daniel Cordier, de penser ça. Mais vous voyez à quel point la contradiction est accusée avec la position théorique qu'il a prise et qui a eu une si grande importance en tant qu'historien. Alors, j'en termine en montrant ceci. Quand Daniel Cordier a disparu, Henri Rousseau a posté sur Facebook un texte. Je vous l'ai mis dans son intégralité parce que pendant que je parle, vous pouvez vous le regarder. Henri Rousseau commence par rappeler, avec une erreur de date, mais ce n'est pas grave, on en fait tous, la journée du 9 juin 1983. Et puis, il nous dit, Daniel Cordier, l'ancien secrétaire de Jean Moulin, y avait été invité. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début, c'est une présentation un peu singulière. Il était l'orateur phare de la journée. Tout était organisé autour de lui. Il n'est pas invité. Il est invité, si vous voulez, oui, évidemment, formellement, il est invité, mais on organise une journée autour de sa personne et tout est fonction de ce qu'il aura dit. Bon. Mais il dit ensuite, il était alors en train d'écrire sa première monumentale étude sur Jean Moulin, le connu du Panthéon, qui sera publiée chez Lattès en 89. Alors on nous dit comment était l'homme, et on nous dit « Il tenait à la tribune un discours proprement ébouriffant dans la culture historiographique de l'époque. » Et là, je vais prendre point par point. Oui, contrairement à une idée alors largement répandue, il y avait de nombreuses sources d'archives pour documenter une histoire scientifique de la résistance. Non, non. En 83, moi, je commence ma thèse en 84, je n'avais pas accès à ces archives. Et je faisais une thèse d'État dirigée par un professeur au Collège de France. Donc je pouvais montrer patte blanche. Je n'y avais pas accès. Donc oui, il y avait des archives, mais ces archives étaient hermétiquement closes. Et l'un des problèmes que pose la journée du 9 juin 83, c'est que Cordier parle à partir d'archives qu'il est le seul à pouvoir lire à l'époque. Ce qui, en termes de rigueur historique, pose problème, parce que normalement, quand on a une controverse entre historiens, on débat à partir des mêmes sources. Bon. Deuxième affirmation d'Henri Rousseau, non, les témoignages des cadres, souvent héros et héroïnes légendaires, ne pouvaient être considérés comme la seule source, encore moins la seule source fiable. Mais aucun historien entre 1944 et 1983 n'a jamais dit que seule la parole des témoins, et vous aurez noté des témoins importants, bien entendu, pouvait être source d'histoire. Les 2000 témoignages collectés entre 1945 et 1947, ce n'est pas seulement des témoignages de chefs de mouvement ou de réseau, c'est des témoignages parfois de gens, de ce que Pierre Brossolette appelait les soutiers de la gloire. C'est des gens dont personne ne connaît les noms, mais dont les témoignages paraissaient très importants. Donc, et puis surtout, les historiens de l'époque ont fait feu de tout bois pour essayer d'avoir accès aux archives. Et grâce au comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, à Henri Michel et à ses correspondants départementaux, qui avaient une carte qui leur était donnée par la préfecture, beaucoup de jeunes historiens ont pu avoir accès avec cette qualité-là à des archives qui étaient totalement fermées.
Donc ça ne veut pas dire qu'on ne voulait pas d'archives écrites. Quand on pouvait y avoir accès par tel ou tel biais, on le faisait, mais c'était très difficile. Ensuite, non toujours, les mouvements de résistance n'avaient pas été spontanément unis dans la lutte contre l'occupant, ni n'avaient tous rejoint De Gaulle dans l'allégresse. Aucun historien n'a jamais dit ça jusqu'en 1983, et je dirais, il vous suffit de rouvrir les 5 tomes de l'histoire de la résistance d'Henri Noguer, publiés entre 1969 et 1981. Si vous ne voyez pas dans ces 5 tomes des controverses très violentes entre la France libre et les mouvements qui refusent l'autorité du général de Gaulle, c'est qu'on est aveugle. C'est-à-dire qu'à longueur de page, Noguer en fait état. Et on les connaît, ces dissensions. Donc, ce n'est pas des dissensions qu'on découvre grâce à Daniel Cordier. Et alors, il dit, autant de choses que nous connaissons bien aujourd'hui, alors il rend hommage aux résistants, et il dit, ce tournant historiographique, on doit en grande partie à Daniel Cordier, un acteur qui a refusé de n'être qu'un témoin pour prendre les habits de l'historien. Il n'a pas été le seul, on pense à Jean-Louis Crémieux-Briac, mais il a été une figure essentielle dans l'émergence d'une narration historique nourrie à la fois de l'expérience et de la connaissance. Et il nous dit, il a refusé de s'enfermer dans la posture de l'héroïsme. Écoutez, beaucoup de résistants ont refusé, survivants, de s'enfermer dans la posture de l'héroïsme. C'est pas propre à Daniel Cordier. Oui, Daniel Cordier, Henri Rousseau a raison, ne s'est pas enfermé dans cette posture, mais franchement, beaucoup d'autres. Je parlais tout à l'heure de Jean-Pierre Vernant. Si vous lisez La traversée des frontières, il dit qu'il a en horreur ce mot de héros. Et que pour lui, les seuls héros sont ses camarades morts. Et pas lui, c'est Jean-Pierre Vernant qui parle. Et beaucoup d'autres ont parlé en ce sens. Alors pourquoi je vous ai cité ce post sur Facebook? Parce que là, vous voyez une vulgate parfaitement à l'œuvre qui nous présente les choses dans la continuité de ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire on part du chagrin à la pitié, on passe par Cordier, on arrive à une histoire qui enfin est une histoire scientifique. Je ne crois pas du tout à ça. Et je dirais même plus, je crois que quand on fait l'histoire d'une action clandestine, en réalité on se heurte à un énorme problème qui fait qu'on a besoin de toutes les sources possibles. Quel est ce problème? Les résistants, s'ils veulent être efficaces, doivent au fur et à mesure qu'ils agissent effacer toute trace de l'action qu'ils mènent. C'est aussi bête que ça, c'est l'axiome. Donc, n'attendons pas d'eux qu'ils nous livrent ex post des archives parfaitement tenues. J'ai parlé de Julien Meurillon, mais c'est une exception, et c'est une exception finalement assez dangereuse. Il a pris des risques inouïs. Parmi les planques qu'il avait, il y en avait une qui était réservée exclusivement à ses archives. Vous imaginez? Bon, il a eu la baraka, il a eu la chance, ses archives ont traversé toute la période, il les a récupérées à la fin, mais très peu de gens agissaient comme ça, et c'était contraire à toutes les règles. Autrement dit, au fur et à mesure que cette histoire était vécue, elle était effacée. Et je ne dis rien du fait que les premiers qui se sont engagés dans l'action clandestine ont eu une espérance de vie clandestine très faible, et que donc, pour les tout débuts, souvent, on est dans le brouillard total, parce que ces gens ont disparu, ont été remplacés par d'autres, qui avaient autre chose à faire que de cultiver la mémoire de leurs prédécesseurs, et donc, en toute bonne foi, ont effacé l'action des prédécesseurs. Et quand moi, j'ai travaillé sur les différentes régions de libération, donc c'était toute la zone sud, je me suis aperçu qu'à force de beaucoup de travail, on pouvait retrouver des figures qui avaient été complètement effacées, mais pas intentionnellement. C'est des gens dont simplement les noms ne survivaient pas. Alors quand vous vous appelez Marc Bloch, que vous êtes fusillé le 16 juin 1944, votre souvenir ne s'efface pas, on comprend très bien pourquoi, et tant mieux, on peut s'en féliciter. Mais pour un Marc Bloch dont le souvenir ne s'efface pas, combien y en a-t-il qui disparaissent purement et simplement? J'allais dire dans la nuit et le brouillard, c'est ça l'idée. Et donc, quand on fait l'histoire de ce type de lutte, on a besoin de toutes les archives écrites qu'on pourra trouver, elles sont les bienvenues, on se jette dessus comme la misère sur le pauvre homme. Il ne s'agit pas de les reléguer ou de les minorer, mais on essaie tant que possible de regarder aussi les témoignages. Et aujourd'hui que la plupart de ces témoins sont morts, qu'est-ce qu'on fait quand on veut éclaircir un point? On retourne lire la série 72 AJ, où il y a des témoignages qui sont souvent imparfaits,
Pourquoi? Parce qu'on a recueilli ça, la mémoire étant encore brûlante. Je pense qu'on leur demandait de faire une petite introduction en présentant le témoin. Et je pense à cet historien qui recueille le témoignage et qui dit « Madame Untel est une frêle dame de tel âge qui est affaiblie puisqu'elle revient d'Auschwitz. » On est au début 40, enfin pas début, on est en 45, à l'été, etc. Auschwitz libéré en janvier. Bon, cette femme est revenue. Effectivement, la mémoire de cette femme n'est probablement pas excellente à ce moment-là. Vous voyez, c'est intéressant parce que là, vous avez tout d'un coup tout ce que le présent, tout le poids que le présent peut avoir sur ces témoignages. Mais en même temps, ces témoignages pris à chaud disent des choses irremplaçables. Et puis surtout, j'ai parlé de cette quête de témoignage, mais elle n'a pas été menée par n'importe qui. L'homme qui était aux manettes s'appelait Édouard Perroy. Alors aujourd'hui, son nom est oublié, mais Édouard Perroy, c'était un professeur d'histoire médiévale, agrégé d'histoire et de géographie de 1924, professeur à la fac de Lille jusqu'à la guerre, puis qui était ensuite à la Sorbonne en 1951, qui était un historien d'une rigueur implacable, qui a été détaché de son poste de professeur auprès de la Scholf pour cornaquer l'équipe des historiens, pour la plupart agrégés d'histoire et de géographie. Et c'est ces gens-là qui ont mené l'enquête. Alors ils l'ont fait en ayant réfléchi à ce qu'ils faisaient, avec toutes les imperfections d'une enquête. Mais moi j'ai fait une enquête orale pleine d'imperfections aussi. C'est très difficile de manier la chair humaine, j'allais dire. Vous faites des erreurs, vous braquez un témoin, c'est pas une science exacte, mais en même temps, vous faites une collecte, et elle est très utile pour comprendre des choses. Alors on en parlera peut-être, mais ce qu'on dit jamais sur les sources orales, c'est qu'il y a ce que les gens vous disent. C'est très important. Vous pouvez en faire votre miel. Et puis, il y a ce qu'ils vous disent et qui, tout à coup, bouleverse le schéma que vous avez en tête. Eux le disent sans y faire attention, et vous écoutez ça et vous vous dites « mais c'est pas du tout ce que j'attendais ». Vous êtes pris à contre-pied. Vous rentrez chez vous et vous réfléchissez, et vous vous rendez compte que vous avez des a priori, et que ce que vous a dit le témoin, sans penser du tout bouleverser votre champ de travail, ça le bouleverse. On pourra peut-être dans les questions et les réponses y revenir. J'ai vraiment des cas où ça m'a sauté aux yeux, que j'avais en posant la question, en réalité une réponse toute faite, et que ce que me disait le témoin la faisait voler en éclats, et que lui ne le savait même pas. Donc vous voyez, le témoin, c'est quelqu'un qui est un empêcheur d'historiser en rond. Il vous permet souvent de voir vos propres failles, vos propres faiblesses. Et puis, dernier point, on nous dit que Daniel Cordier a bouleversé l'historiographie. On cite Jean-Louis Crémieux-Briac au passage, c'est une bonne chose, mais je voudrais dire que d'autres ont bouleversé cette historiographie. Par exemple, la série de colloques qui ont eu lieu dans les années 1990 et qui ont interrogé non pas la résistance des chefs, qui est la cible de Cordier, mais toute la résistance de haut en bas et de bas en haut, ces colloques ont prodigieusement fait progresser la connaissance sur la résistance. Il en est sorti un dictionnaire historique de la résistance publié chez Lafon, une collection de bouquins, et auquel beaucoup de gens se réfèrent. C'est pas la Bible, il n'est pas inattaquable, j'en suis un des auteurs, donc je suis le premier à dire il a ses imperfections, mais c'est un outil qui reflète la réflexion qu'on a menée pendant toutes les années 1990, tout un groupe. Or, ce groupe, quels en étaient les maîtres d'œuvre? Pierre Laborie, Jean-Marie Guillon. Pierre Laborie et Jean-Marie Guillon ont fait leurs premières armes comme membres correspondants départementaux du comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale à la fin des années 60, début 70. Autrement dit, ce comité, censé représenter l'histoire pieuse, la légende, etc., a formé des gens et leur a permis d'avoir ensuite une carrière universitaire, et on retrouve ces gens dans les années 90 nourrissant la pensée la plus féconde sur la résistance. Que je sois bien clair, ça n'annihile en rien l'apport de Daniel Cordier. À mon sens, ça le remet à sa place, à sa juste place. Cordier a fait progresser la connaissance historique, c'est incontestable, et on lui doit beaucoup. Mais il est loin d'être le seul. Et bon, j'avais prévu de parler de Coupeau, mais je voudrais donc citer ces trois historiens pour vous dire des gens qui font partie alors de la génération nouvelle, celle qui a même suivi les colloques de 90.
Sébastien Albertelli, Julien Blanc et Cécile Vaste, mais j'aurais pu mettre d'autres noms. Hein. Il y en a qui publient en ce moment même chez Talandier. Ces gens-là qui sont comment dire, nés dans les années 1970, c'est-à-dire au début du schéma que j'évoquais, eh ben, ce sont des gens qui continuent à faire progresser cette histoire-là. Et ils ont ce site commun de s'être toujours aussi nourris des sources orales. Sébastien Albertelli a beaucoup fréquenté Jean-Louis Crémieux-Briac, Daniel Cordier, Stéphane Hessel, Manuel et d'autres. Julien Blanc a passé un temps fou dans tous les sens du terme, parce que le personnage était extraordinaire, avec Germaine Tillion. Et il est vrai que la manière dont Julien Blanc écrit, elle est très très certainement influencée par Germaine Tillion. Et bien j'ai envie de vous dire, ce sera ma conclusion, je m'en réjouis. Voilà, je vous remercie.